tous les thérapeutes que j'invite montrent justement comment se libérer de cette illusion de volonté. C'est très important parce que quand j'ai une addiction, que je crois que c'est parce que je manque de volonté, j'en conclus que je suis nul. Donc j'ai encore moins de courage et je me sens encore plus mal. Donc c'est pour ça que c'est très important. Quand je comprends que si je suis addict, c'est parce que je suis victime, que je suis prisonnier de mécanismes de mon cerveau, d'une mauvaise compréhension de ce que je suis, qui m'entraîne, alors d'un seul coup, je peux respirer. Et là, un chemin s'ouvre à moi. Quand on a une maladie, on n'a qu'une envie, c'est de ne pas l'avoir. Donc on crée une lutte entre soi et la maladie. Et il faut dissoudre cette lutte, parce que cette lutte nous épuise, cette lutte nous détruit, et cette lutte nous coupe de la vie. Or, ce qui est important de comprendre, c'est que même s'il y a une maladie, il y a aussi de la santé. Qu'on est en rapport à la maladie de manière juste, on est en rapport à la santé. Et que le drame, c'est souvent pour nous, si maladie, il n'y a plus de santé, et c'est juste complètement crispé. Mais là, tant qu'un être humain est vivant, il y a quelque chose de digne, plein d'amour, quelque chose à faire, quelque chose à réaliser, quelque chose qui donne sens. Apprendre à avoir un rapport de tendresse par rapport à ce qu'on vit. Et c'est presque aujourd'hui un tabou. Parce que quand on dit tendresse, on se dit « off, c'est cucu, c'est mièvre, ça n'aide pas. Moi, ce que je veux, c'est gérer, me débarrasser de mon problème et avancer. » Et on ne se rend pas compte que c'est ça qui est en réalité un déni de l'expérience que nous sommes en train de vivre et qui ne va absolument pas nous aider. J'ai demandé à Fabrice. Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode J'ai demandé à Fabrice, qui est réalisé à partir de toutes vos questions que Rebecca, tu rassembles. Merci d'être là, je suis prêt. Bonjour Fabrice. Alors aujourd'hui, nous allons aborder le thème de la maladie et de la santé, qui touche beaucoup de personnes, que ce soit pour eux ou pour leurs proches. Donc pour la première question, cela fait plusieurs années que je suis addict à diverses substances. Je sais que vous n'êtes pas médecin, mais après avoir tout essayé, je cherche une piste. Est-ce que la méditation pourrait m'aider ? Alors, voilà, moi, c'est très important. Je ne suis pas du tout médecin, donc je ne peux pas du tout parler dans ce cadre-là. Je suis vraiment philosophe. Donc je peux juste parler de ce que je comprends en tant que philosophe. Et la question des addictions est une question auquel la philosophie a souvent pensé. Parce qu'elle met en jeu un paradoxe tout à fait surprenant, que je deviens prisonnier de choses alors que ma volonté ne voudrait pas. Donc ça, c'est absolument central, et je suis très content de la question, parce que c'est quand même, je dirais, c'est une des énigmes qui me hante depuis 20 ans. Pourquoi nous égarons autant sur notre conception de la volonté ? Nous croyons que si je suis addict, je devrais pouvoir résister. Or, plus je résiste, plus je chute. Et donc, la volonté ne permet pas de vaincre une addiction. Alors ça, c'est absolument, disons, central. Il faut que je développe un peu, parce que c'est tellement surprenant. Nous sommes tous convaincus, consciemment ou inconsciemment, et même si nous ne le savons pas, que tout est une question de volonté. C'est-à-dire, je pourrais dire, même moi, qui depuis 20 ans essaye de défaire la conception de la volonté, essayer de penser d'autres approches, la méditation, foutez-vous la paix, etc., je me rends compte que je reste souvent prisonnier, quand même, que avec la volonté, on devrait pouvoir y arriver. Et en fait, c'est très important de comprendre que on est prisonnier d'une certaine idéologie. Nous vivons, nous, un temps où on nous enseigne, depuis qu'on est enfant, par la volonté, on doit y arriver. Et la volonté, ça veut dire quoi ? Le contrôle. Parce qu'en fait, la volonté, elle est réduite, disons, sa compréhension, philosophiquement, ça a beaucoup plus de résonance, c'est beaucoup plus complexe, mais aujourd'hui, dans notre langage, volonté, ça veut dire je décide, je dois avoir un résultat que je contrôle parfaitement. Or c'est complètement illusoire. Alors, il y a tout un travail au XXe siècle de montrer l'illusion de la volonté, chez Nietzsche, chez Martin Heidegger, etc., de montrer que là, ça repose sur une compréhension complètement fausse de l'être humain. Mais ce qui est absolument passionnant, c'est que les recherches en neurosciences ont montré que la volonté nous épuise. Si je dois résister à une tentation, par exemple, avant une enquête, on me met plein de cookies
c'est évidemment une enquête faite aux États-Unis, c'est vrai qu'il y a des cookies, vous pouvez imaginer autre chose, des beaux babas au rhum ou je ne sais quoi. Et il y a plein de petits babas au rhum sur la table, et on vous dit, vous ne devez pas les manger avant de répondre à une question. Ben, le fait de résister fait que vous êtes beaucoup moins disponible à répondre aux questions après. Vous avez tellement résisté à ne pas manger, donc la capacité de résistance et de contrôle qu'on a est au fond beaucoup plus faible qu'on ne le croit. Alors on peut bien évidemment l'augmenter, mais c'est pas par là qu'on y arrive. Donc il faut changer radicalement de stratégie. Et toutes les approches qui me semblent aller dans le sens de ces découvertes philosophiques me semblent passionnantes. Or aujourd'hui, il y a de nombreuses approches thérapeutiques qui ne cessent de mettre en avant les ressources hors de la volonté qui nous permettent de nous libérer de manière dont on est prisonnier de tas de forces, de tas de formes d'addiction. Parce qu'il y a des addictions à des substances, il y a des addictions à des tas de choses, à mon téléphone portable. Bon, on a tous des addictions. En réalité, c'est vrai que c'est une question très importante parce que, bien sûr, il y a des addictions beaucoup plus graves que d'autres, mais on a tous des addictions et c'est important de voir comment mettre en place des changements. Et c'est au fond à quoi je consacre une grande partie des dialogues que je fais sur ma chaîne. Vous aurez remarqué que sur ma chaîne, la plupart des thérapeutes que j'invite, j'en invite souvent, surtout parce que moi, comme je suis philosophe, je trouve ça intéressant d'inviter des thérapeutes qui consonnent avec les découvertes philosophiques que je fais. Tous les thérapeutes que j'invite montrent justement comment se libérer de cette illusion de volonté. C'est très important parce que quand j'ai une addiction, que je crois que c'est parce que je manque de volonté, j'en conclus que je suis nul. Donc j'ai encore moins de courage et je me sens encore plus mal. Donc c'est pour ça que c'est très important. Quand je comprends que si je suis addict, c'est parce que je suis victime, que je suis prisonnier de mécanismes de mon cerveau, d'une mauvaise compréhension de ce que je suis, qui m'entraîne, alors d'un seul coup, je peux respirer. Et là, un chemin s'ouvre à moi. Et donc, beaucoup d'approches, j'invite les gens à regarder le nombre de dialogues que je fais, presque tous parlent, au fond, de comment sortir de l'illusion de contrôle, comment en redevenir vivant, parce qu'au fond, quand on veut contrôler, quand on est pris par une addiction, c'est ça le cercle vicieux. J'ai une addiction, je veux contrôler, j'ai une addiction. Ben, en fait, c'est comme quand on veut faire un régime. On se dit qu'il faut qu'on mange moins, et évidemment, on craque, parce qu'on n'en peut plus de se priver de manger. Donc, le fait de se priver va faire qu'on craque, tandis que si on change notre alimentation, on ne va pas craquer, parce que c'est quelque chose d'entièrement créateur et positif, et qu'on n'est pas dans la restriction, dans la volonté, dans la contrainte, mais dans un changement d'habitude. Donc c'est souvent des changements d'habitude, des questions de rite, de changement de manière de vivre, qui entraînent les changements. Donc c'est ça qu'il faut absolument réussir à prendre en vue. C'est vraiment soulageant de voir qu'il y a une autre possibilité d'action en dehors de la volonté. Et qu'elles sont absolument, mais très puissantes. C'est ça que les gens connaissent peu encore, encore ça que j'en parle de nombreux d'entre eux. Donc la méditation, comme on la propose, parce que par rapport à une addiction, au lieu d'être prisonnier du mécanisme qui nous va aller vers la pulsion, ça nous apprend à être à l'écoute, mais plein d'autres choses dont je parle souvent ici, permettent et sont incroyablement aidantes. Et aujourd'hui, c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'on a beaucoup progressé dans la compréhension de notre cerveau, de ce qui nous emprisonne, et de quels sont les vrais déclencheurs du mouvement. Et au fond, la clé de tout ça, c'est comment on redevient vivant. Parce que les addictions sont des manières dont on est coupé de la vie. Et c'est ce que j'aime beaucoup appeler, moi, retrouver l'énergie du bourgeon. Parce qu'il y a, quand on est dans une addiction, c'est comme si on est coupé de la vie. Et comment on redevient vivant, je parle du bourgeon parce qu'il y a toujours une graine de vie en nous qui est là et qui ne demande qu'à éclore, devenir une fleur, puis devenir un fruit. Et que écouter la vie, écouter ce qui jaillit en nous, c'est tout autre chose que contrôler, gérer, etc. Et que c'est ça le mouvement qu'il nous faut apprendre à vivre. Et donc on comprend que guérir d'une souffrance ne peut se faire qu'en se reconnectant aussi à la vie et à la santé. Et c'est ça qui est crucial, c'est que au lieu de se vivre comme un addict nul qui n'y arrive pas, on se vit comme quelqu'un qui a des ressources en rapport à la vie
et qui est juste, et c'est juste cette vie qui est atteinte et qu'il faut dénouer, délivrer, revivifier. La seconde question est la suivante. Comment cultiver un état d'être pour arriver à accueillir une maladie héréditaire et arriver à une certaine résilience quand dans le quotidien, tout nous ramène à cette maladie? Alors là, il y a plusieurs pistes. La question, c'est comment on entre en rapport à la maladie. Et ça, c'est une vraie épreuve, c'est un vrai travail qu'on ne peut pas nier. Et donc, avoir une maladie, c'est une épreuve. C'est une limite, une frustration, un énervement, une déception, un renoncement. Donc, je crois que c'est important d'apprendre à écouter tout ça. Et évidemment, pour moi, ça, c'est le cœur de la méditation. D'apprendre à avoir un rapport de tendresse par rapport à ce qu'on vit. Et c'est presque aujourd'hui un tabou. Parce que quand on dit tendresse, on se dit « off, c'est cucu, c'est mièvre, ça n'aide pas. Moi, ce que je veux, c'est gérer, me débarrasser de mon problème et avancer. » Et on ne se rend pas compte que c'est ça qui est en réalité un déni de l'expérience que nous sommes en train de vivre et qui va absolument pas nous aider. Et qui va au contraire créer encore plus de frustration. Donc, il faut trouver une manière, et c'est vraiment pas facile, c'est un vrai travail, il faut trouver une manière d'entrer dans un rapport, voilà, je dirais de tendresse à ce que l'on vit. Par exemple, si on avait un enfant et qui est malade et qui est très en colère, on lui dirait pas « t'es nul d'être en colère, tu devrais penser à autre chose ». On va essayer d'écouter sa colère parce qu'il est malade ou sa frustration. Je peux pas jouer avec les copains, mais si je veux y aller. Donc on va essayer d'écouter les signes même les plus absurdes, soi-disant, de ce que l'enfant sent par rapport à sa maladie. Nous devons avoir cette même attitude envers nous. C'est-à-dire être à l'écoute de ce qui nous travaille. Et c'est pas évident parce que quand on a une maladie, on n'a qu'une envie, c'est de ne pas l'avoir. Donc on crée une lutte entre soi et la maladie. Et il faut dissoudre cette lutte, parce que cette lutte nous épuise, cette lutte nous détruit, et cette lutte nous coupe de la vie. Or, ce qui est important de comprendre, c'est que même s'il y a une maladie, il y a aussi de la santé. Et ça, Nietzsche a beaucoup insisté. Nietzsche souffrait de migraines absolument atroces, qui l'empêchaient de se lever, qui le conduisaient à des souffrances vraiment. Et il s'est beaucoup demandé qu'est-ce que je peux faire avec cette maladie, disons, chronique qu'il avait. Et il s'est dit, il faut que, au lieu de prendre ça contre, pour que ce soit un élément de ma résistance ou de ma plainte contre la vie, que je découvre une plus grande habitation dans le vivant. Et sentir qu'il y a ce qu'il appelle la grande santé, qui est plus importante que maladie ou santé. Qu'en tant que vivant, en tant que je suis en rapport à la vie, il y a quelque chose de merveilleux. Et ça, c'est quelque chose qui me frappe beaucoup. Qu'est-ce qui rend heureux, au fond? Simplement le fait de sentir qu'on est vivant, juste d'être vivant, avant toute autre chose. Là, on peut le faire. Juste sentir que, étant assis, ou allongé, ou peut-être vous êtes debout en m'écoutant, vous êtes vivant, sans rien faire. Juste sentir la merveille d'être vivant. Parce que tout de suite on est pris, j'ai tel problème, j'ai mal aux pieds, un tel n'est pas gentil, mais juste si on revient à cet endroit-là, il y a quelque chose d'heureux. Être vivant, en tant que tel, quand on peut l'habiter, quand on peut réhabiter ça, est une expérience heureuse. Et c'est ça, je crois, qu'essaie de nous transmettre Nietzsche quand il parle de la grande santé, comme manière pour lui de lutter contre le découragement. Et au fond, la question centrale derrière ce qui est posé là, c'est comment éviter le découragement, au fond, comme la maladie fondamentale de notre temps, le découragement qui vient, comme on ne peut pas contrôler, on est découragé. Mais non. Parce qu'on ne peut pas contrôler,
on peut redevenir à la vie et sentir ce souffle. Donc voilà quelques pistes qui, j'espère, vont aider la personne qui a posé cette question. La troisième question est la suivante. On a découvert en septembre un cancer à mon père de 78 ans. Il débute sa radiothérapie ce mardi. J'ai peur de voir mon père s'affaiblir. J'angoisse à une épreuve de la vie encore plus dure. La méditation m'apporte de la sérénité, m'aide à accepter ma peur et mes angoisses, m'aide à accepter l'incertitude liée à la maladie et à me reconnecter au présent. Comment puis-je accompagner mon père dans une démarche méditative ? Alors d'abord, ce que je trouve très beau dans le témoignage, c'est bien de préciser que la méditation l'aide à accepter ses peurs. Ce qu'il faut comprendre ici, c'est que la peur est en rapport à l'amour. S'il n'aimait pas son père, il n'aurait pas peur. Donc la peur et l'angoisse sont liées à l'amour. Il se trouve que mon père, c'est moins grave, mais a des soucis de santé que j'ai appris il y a quelques jours, et j'ai été frappé à quel point ça m'angoissait, ça m'inquiétait. Aussi, je me rends compte qu'il y a aussi l'angoisse de ne pas être à la hauteur. C'est difficile par rapport à un père qui nous a élevés, qui a été un point de référence, de le voir fragile et de se dire mais comment on peut l'aider, comment on peut trouver la juste place par rapport à lui, parce que notre inquiétude peut faire qu'on devient trop... Moi je vois avec mon père, il n'a pas envie, il est encore tout à fait vaillant, il n'a pas envie que quelqu'un s'occupe de lui, mais en même temps il a besoin quand même de pouvoir en parler. Donc il y a un équilibre là qui est subtil à trouver. Donc l'angoisse, elle est liée à l'amour, mais elle est liée aussi à essayer de trouver la place juste. Et ça, c'est très important. Dans notre monde, on nous fait croire que l'angoisse est le signe d'une défaillance. L'angoisse est le signe qu'on est en train de s'ajuster à la réalité dans la plupart des cas. Donc, dans ce cas, mon père est malade, je me sens angoissé, c'est-à-dire que ça me dit, je l'aime, et quelle est la place juste à trouver, et ça ne va pas se trouver tout seul. Parce que si je laisse juste écouter ma peur, je ne vais pas être adroit. Si je fuis ma peur, je ne vais pas être adroit. Je vais être adroit, je vais être juste, si je trouve l'équilibre entre écouter ce que je sens, mais répondre comme il faut à la situation. Donc je dirais, c'est ça qui me semble central. Si j'ai la place juste, alors je vais aider mon père. Donc je ne dirais pas dans le cas qu'il faut avoir une attitude méditative avec son père, à moins que ce soit la demande de son père, c'est pas la peine, mais que si nous on est dans un rapport où on se relie à cette justesse, à cette confiance dans la vie, dans ce lien d'amour, dans ce lien d'accepter de ne pas contrôler l'autre, de ne pas contrôler la maladie parce que la maladie ne se contrôle pas. On l'écoute, on se relie, on essaye de voir comment la guérir. Et bien là, je trouve que c'est ça l'attitude juste qu'on peut avoir. Et là, c'est important de souligner ce que je dis au fond chaque réponse, qu'on est en rapport à la maladie de manière juste et on est en rapport à la santé. Et que le drame, c'est souvent pour nous, si maladie, il n'y a plus de santé, et c'est juste complètement crispé. Mais là, tant qu'un être humain est vivant, il y a quelque chose de digne, plein d'amour, quelque chose à faire, quelque chose à réaliser, quelque chose qui donne sens. La vie contient une dimension de sens qui est important de célébrer. Donc je crois aussi que c'est un moment de célébration de la vie, le moment où on doit accompagner un parent qui est malade et qui demande une redisposition profonde de la relation de l'un avec l'autre. Et je trouve que ça fait partie de l'apprentissage d'être vivant. Est-ce que la méditation et la philosophie peuvent m'aider à traverser la maladie ? Alors c'est deux choses très différentes. La méditation, ça permet de travailler contre la résistance. Ça permet d'accueillir. Ça permet de se reconnecter avec la vie. C'est très important. Mais la philosophie peut beaucoup aider aussi, parce que ça nous libère de fausses conceptions. Et en particulier, ce que j'ai montré beaucoup dans notre entretien, la fausse conception qu'il faut lutter contre la maladie et qu'il faut être dans un contrôle contre la maladie.
mais qu'il faut absolument changer de perspective et de reprendre cette perspective de la grande santé. Et puis aussi, la philosophie nous aide à entendre que malgré ils ont tout un discours aujourd'hui de ce que j'appelle le capitalisme psychique qui conduit à considérer que être malade est une faute, on est moins considéré qu'un être malade est tout autant un être humain, tout autant présent, tout autant digne, tout autant... Et donc là, c'est un changement de perspective très important. Il faudrait changer très profondément la manière de voir la maladie. Et la philosophie peut nous aider à ce changement profond de perspective. Et ça, c'est très, 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 très important. Moi, je suis particulièrement sensibilisé à la maladie psychique, parce que je suis tout le temps en dialogue avec des psychiatres, que par mon travail sur la méditation, par la manière dont j'ai formé de nombreux thérapeutes, donc c'est quelque chose que je connais mieux, et me frappe beaucoup le fait que beaucoup de gens qui ont une maladie psychique ont l'impression de ne pas être tout à fait pleinement humain, que quelque chose fait défaut. Et je crois que c'est très important de comprendre que non, que tout être humain a des singularités, des particularités, et la maladie fait partie des singularités, des particularités qui nous constituent tous. Et qu'il faut sortir, disons, ce modèle normatif d'un être parfait, efficace, efficient, qui serait bien, et tous les êtres qui auraient une forme de handicap et tout ça seraient au fond des êtres un peu moins. Non. Je crois que la philosophie nous aide à nous délivrer de cette vision-là et de changer notre perspective de ce que c'est qu'un être humain. Et je crois que c'est très très important et ça a des conséquences. Aller au bout de ça demanderait beaucoup de travail parce que ça fait éclater énormément de nos concepts sur ce que ça veut dire qu'être un être humain et qu'est-ce que ça veut dire qu'être en bonne santé et qu'est-ce que ça veut dire être handicapé, être malade, être limité. Voilà, je pense que tout ça sont des réflexions que la philosophie nous permet d'élucider. Et de ce point de vue-là, en tout cas pour moi, méditation et philosophie se complètent très bien, et c'est un peu ce que j'essaye de défendre. Donc je suis content de la question qui témoigne un peu de ce que j'essaye de transmettre ici. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Rebecca pour ton travail, et merci à tous pour vos questions qui, ça touche en plein cœur. C'est des questions réelles, c'est des questions de chacun d'entre nous confrontés à l'ampleur de la vie. Ben, je vous remercie vraiment. C'est toujours merveilleux de pouvoir partager d'une manière que j'espère le plus sincère possible. Et je vous embrasse tous.